Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club. Alors déjà ça commence, vous voyez déjà un couac, le générique qui ne veut pas partir comme il faut, vraiment c'est une sale journée. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour débriefer ce match nul au Havre, leader incontesté jusqu'à présent de Ligue 2. Petite nouveauté ce soir, pour votre bien, à vous, le chat, on a pensé à vous, mais bon, on vous a pas concerté parce que bon, c'est un peu dans l'air du temps. On a décidé de faire passer la durée de l'émission de 62 minutes à 64, car quand on aime, on compte pas, il paraît, donc voilà. N'hésitez pas, réagissez, parce que vous pourrez toujours nous faire remonter via référendum vos ressentis sur cette mesure dans le chat, avec votre représentant syndical à vous. C'est Hugo, comment ça va Hugo ? Salut Kevin, ça va et toi ? Eh ben écoute, t'es prêt, tu es en direct de la rue pour nous faire remonter les... Là, en direct des Champs-Élysées, voilà. Tout se passe bien pour le moment, mais bon. Bah j'espère que cette mesure du SNC sera pas trop mal prise par le peuple du chat, quoi, mais voilà. on espère. Il fallait le faire pour le bien de tout le monde, donc voilà, c'est fait, voilà. Il est le jeune cadre dynamique qu'on aimerait tous avoir dans son entreprise, il va tout donner pour vous satisfaire comme toujours, c'est Antoine. Comment ça va Antoine ? Salut, ça va très bien et toi ? Eh ben, même question, tu es prêt, tu es jeune, tu es cadre, tu es dynamique ? Eh ben, je suis jeune, je ne sais pas si je suis cadre, je pense être dynamique. Ouais. Et en tout cas, je ferai tout pour prouver que je suis au moins dynamique sur cette émission. Et si tu avais un seul défaut, ce serait perfectionniste, bien évidemment. Évidemment. Mais voilà, on espère en tout cas que tu seras vert ce soir et que tu nous régaleras de ton analyse habituelle. Et enfin... C'est dans le thème, vraiment, décidément, c'est un peu pour ça, c'est un peu son émission à lui ce soir. L'heure de la retraite du SNC a sonné, pour lui, c'est l'ADER, il nous quitte, et ses analyses vont grandement nous manquer, à vous comme à moi. C'est Eric, comment ça va Eric ? Bien et toi ? Ouais, bah ça va. L'ADER, Eric, l'ADER déjà, tu as cotisé assez, tu t'en vas ce soir ? Ouais, disons que j'ai été dans l'actionnariat à côté de ça, donc j'ai plus besoin de travailler au SNC. Ouais, tu as construit ton capital. Mon revenu de 1 pins par an n'est plus nécessaire à ma survie. Eh bien écoute, on va peut-être reparler de ça en off, parce que nous, et Hervé, je sais qu'il est d'accord avec ça, on n'a pas une autre pins encore. Donc comme quoi, il y a déjà du favoritisme de la part de nos responsables hiérarchiques au SNC. Allez, trêve de rigolade et de bavardage, on embarque tout de suite avec le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Le débrief, messieurs, d'un match qui honnêtement on voyait pas forcément bien embarqué, qui au fur et à mesure de son déroulé nous a plutôt donné raison dans ce ressentiment, et puis finalement, comme à son habitude depuis quelques matchs, l'AS Saint-Étienne a su nous faire mentir et a su faire preuve de ressources pour renverser la vapeur. Et quand vous verrez les stats à l'écran, vous verrez que finalement, ce n'est peut-être pas si logique que ça. Je vais vous demander, messieurs, votre avis dans les grandes lignes sur ce match, et donnez-nous dans le chat aussi. Hugo nous fera remonter tout ça tout à l'heure. Eric, tu avais la main. Je te demande, qu'as-tu pensé de ce match contre le Havre ? Moi, j'ai été très satisfait de ce que j'ai vu. Bon, comme d'habitude, il y a des erreurs, mais je pense que jusqu'à la fin de la saison, il y en aura. Mais ce qui change, c'est qu'on a vu une équipe de Saint-Étienne qui était forte à la fois dans le jeu et dans la tête, et contre le leader de Ligue 2, ce qui est quand même pas rien. Donc non, match très très satisfaisant, je trouve. Antoine, tu as été satisfait aussi de ce que tu as vu dans le jeu, dans les têtes ? En soi, je suis satisfait parce qu'aller chercher un match nul sur la pelouse du leader incontesté, comme tu disais, on peut pas râler. Mais force est de constater, quand on regarde ses statistiques, quand on regarde le match dans sa globalité, la SS n'a pas été tant mise en difficulté par cette équipe du Havre qui rayonne pourtant sur cette Ligue 2. Elle a une large avance sur Bordeaux. Et à la fin, on reste presque avec un petit goût inachevé, mais comme face à Bordeaux, comme face à Amiens, en se disant oui. si on avait été un peu plus dans l'action, dans la réaction pour les actions tranchantes, on aurait peut-être pu espérer un petit peu. Mais bon, on va quand même déjà se contenter d'un 7e match sans défaite et d'un match nul sur la pelouse du leader. Et oui, ça c'est un des sujets qu'on embarquera tout à l'heure. C'est vrai que sur la frustration qu'a pu entraîner
la contraste entre la satisfaction et la frustration qui a pu entraîner ce mois de mars qu'on annonçait comme très difficile, où on allait rencontrer un peu les gros du championnat. Voilà, c'est vrai que ce que nous a montré la vérité du terrain est un peu mesuré entre les deux camps. On va parler aussi, messieurs, dans ce match, avant de faire un tour sur le chat, de la tactique qui a été mise en place par Laurent Batles. Une tactique qui est un peu dans la lignée de ce qu'il a fait sur les derniers matchs, à quelques exceptions près. Fomba qui a fait son entrée dans le 11, qui confirme, et Bamba qui était là aussi, encore une fois, dans le 11 de départ. Est-ce que toi, Antoine, tu as été satisfait de cette composition d'équipe et surtout des prestations des gens qui la composent? Avec l'absence de notre ami Monconduit, on n'avait pas beaucoup de suspense sur la titularisation de Fomba finalement. Il a été plutôt satisfaisant, Fomba. Autant il m'avait déçu sur ses premières apparitions. Là, il a passé un petit cap. Il a encore quelques approximations. Il est un petit peu léger sur l'ouverture du score, mais voilà, on sent que ça va mieux. On sent qu'il s'installe tout doucement dans cette équipe. Techniquement, il y a eu 2-3 belles phases. Il y a eu quelques montées où à la fin il a failli se montrer décisif. Voilà, on sent que tout doucement il est en train de prendre une certaine importance dans cette équipe. Pour ce qui est de Bamba, moi j'ai vraiment trouvé un très très bon match de sa part. On sent que c'est un joueur qui est un ton au-dessus. Un petit peu comme Crasso, vraiment il a quelque chose de plus, il fait des différences, il est facile. On sent que le mec est pas forcément au niveau de la Ligue 2 par moment. Attention justement à pas tomber dans de la facilité sur certaines actions, mais il va nous faire beaucoup de bien jusqu'à la fin de saison. Et pour ce qui est de la tactique, voilà, on a toujours cette équipe qui est un petit peu déséquilibrée, où les attaques penchent beaucoup à gauche. Quand il y a Nkunku et Apia, ça serait bien essayer de trouver un petit peu plus de variété dans le jeu, de plus axer sur ce côté droit pour apporter plus de variété. Mais bon, Nkunku est tellement performant ces derniers temps, donne tellement que c'est difficile pour Apia de rivaliser dans l'apport offensif notamment. Il a été au four et au moulin encore Nkunku. On va sûrement en parler tout à l'heure quand on va aborder les tops et les flops. Mais avant de demander l'avis d'Eric sur la composition et sur les prestations un peu individuelles, Hugo, dis-nous le chat, qu'est-ce qu'il a pensé du match dans sa globalité? Hugo, tu es probablement mute. Ouais, excuse-moi. Ouais, du coup, le chat plutôt satisfait du point acquis face au leader. Ouais. Il y a El Cato qui dit que les Verts ont fait un très bon match, mais qu'ils auraient pu gagner. David parle du caractère de l'équipe. Ouais, l'équipe a fait fort. Ouais, gros caractère. Albert, un nul au goût de victoire. Céline qui dit que le point est amplement mérité au vu de la physionomie du match. Ouais. Leïla précise que les Verts sont la seule équipe à avoir mis 2 buts au Havre cette saison sur un match. C'est vrai. Concernant le 11, Albert dit que Fomba a fait un premier bon match, mais il y avait quelques trous en défense. Céline ajoute qu'elle a hâte du retour de Monconduit et de Mouefek dans 15 jours, puisqu'on aura besoin de toutes nos forces pour décrocher le maintien. Et oui, on va sûrement parler un peu de ce milieu de terrain, et je pense qu'Eric va aussi en parler. De par la prestation de Fomba, je vous ai affiché les notes de l'équipe du SNC sur ce match. Je vais vous afficher maintenant les notes des supporters. Vous pourrez comparer, il n'y a pas beaucoup de différence à part pour quelques joueurs. Eric, qu'as-tu pensé de cette tactique de Laurent Batles et des joueurs? Au-delà de la tactique qui est plus ou moins dans la continuité de ce qu'on avait vu avant, c'est vraiment l'intensité qu'ont mis les joueurs, notamment Fomba, parce que c'est pareil, j'avais quelques doutes jusque-là sur ce qu'il nous avait montré, notamment dans cette espèce de... comment dire, dans cette espèce de lenteur qu'il pouvait avoir pas dans la lecture du jeu, parce qu'il est souvent bien placé, il récupère souvent bien les ballons, mais il a du mal à enchaîner les gestes, c'est-à-dire que il avait du mal à récupérer et à enchaîner sur une relance ou à être efficace dans les petits espaces. Là aujourd'hui, on a vu que non seulement il a été efficace défensivement, mais il a été très efficace aussi offensivement. Je crois pas l'avoir vu justement, je crois l'avoir vu récupérer un ballon dans à peu près toutes les zones du terrain, ce qui est relativement impressionnant, parce qu'il y a même des fois où il récupérait des ballons aux abords de la surface adverse. Rappelons qu'il est censé jouer 6. Je l'attendais pas dans ce rôle-là, et ça a été très très satisfaisant, parce que c'est vrai que les Havrais l'ont un peu laissé faire, dans le sens où ils ont été un peu trop faciles en première. Ils ont multiplié les touches de balles, ils sont
pas forcément été en mouvement, donc ça lui a facilité la tâche. Mais derrière, il a été très bon défensivement. Après, que ce soit dans la relance, que ce soit dans les 30 derniers mètres, ça a été très moyen. Alors il a tenté, ça on peut lui donner au moins ce mérite. Mais c'est-à-dire que j'avais l'impression, moi, qu'il pouvait tenter 15 frappes dans le match et que les 15 seraient en tribune. Donc ouais, il a fait un très bon match. Mais il a fait un très bon match et ça n'a pas été le seul. Hein. À côté de ça, il y a d'autres joueurs qui ont fait un très bon match. Et c'est ça qui a fait que globalement, on a dominé, je dirais, le Havre. Hormis sur ces 15 minutes de flottement où on en a pris 2. Et c'est assez fatal. Hein. En général, c'est la chance du champion qui parle dans ces moments-là. Donc non, j'ai été très satisfait de Laurent Batles et aussi des changements qu'il a fait, du timing, de tout, et satisfait de la mentalité des joueurs. Alors on en reparlera après, hein. Mais voilà, il y a des comportements qui ne trompent pas. Des comportements qui ne trompent pas. Vous voyez la hitmap de Lamine Fomba sur vos écrans. Vous pouvez voir, il a ratissé très 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 large. Hugo, est-ce qu'on a des remontées sur le match de Fomba? Ou sur d'autres joueurs, si tu en as d'autres? Ouais, pas spécialement Fomba. Honnêtement, on parle surtout de la combativité et du caractère, encore une fois, de l'équipe. Ouais. C'est une idée qu'elle aime la mentalité qu'a su démontrer Evert sur le terrain. Piazza Le Breton parle d'une belle combativité de cette équipe qui a su avoir les ressources pour obtenir ce match nul, qui est important pour le maintien. El Cato fait une fixette sur les lacunes dans les frappes. On a vu Fomba qui avait fait une frappe pas facile, enfin un peu loupée. Il parle aussi des coups de pied arrêtés, des corners. Et sur ce point, il en veut un peu à Batles. Joss pense que Bamba a joué beaucoup plus que contre Amiens et qui n'est pas tout à fait d'accord sur la tactique. Enfin, voilà, les retours sont assez divergents, mais on parle surtout de combativité et les supporters sont assez satisfaits du caractère dont a fait preuve l'équipe face au Havre pour revenir. On rappelle qu'il était mené de 2-0. Exactement, 2-0 et à 10 contre 11 à un moment du match. Et ça va sûrement jouer, messieurs, dans vos tops et vos flops à titre respectif. Eric, tu avais la main, je te laisse la main. Qui, pour toi, a été, hormis Fomba, dans les tops et les flops d'un point de vue individuel? Moi, j'ai mis Briançon parce que c'est un gars qui est, notamment depuis début 2023, qui est très très fiable. Il est toujours propre, il est souvent bien placé, il est toujours qualitatif aussi dans sa relance. Il C'est rassure ses vraiment une valeur camarades, j'ai l'impression. Ouais, et heureusement qu'il est là, hein, parce que hier ce week-end en défense centrale, bon, les deux autres ont des choses à se reprocher, lui aussi peut-être un peu sur le premier but, mais ça a été le plus rassurant des trois défenseurs centraux, donc c'est une valeur sûre de l'équipe et ça c'est précieux. J'ai mis Crasso parce que on a été dur à tort ou à raison avec lui depuis le début du mois. Il a eu un petit coup de mou. Oui. Là, la vérité, c'est que c'est lui qui envoie la transversale sur Nkunku, je crois, sur le premier but. C'est lui qui va marquer le deuxième. Il a plus tenté et avec un peu plus de réussite que lors des matchs précédents, donc c'est aussi à lui donner le mérite de ça. Ouais, Je suis impressionné par... Je l'ai vu faire autre chose qu'un crochet intérieur. Donc, ce qui m'a rassuré quand même. Non, moi je suis impressionné par le fait. Alors de base, je suis pas fan de ce genre de joueur, mais sur ce que je vais décrire, c'est que je suis impressionné par le fait qu'il est capable d'être absent pendant 15 minutes Ouais. et d'un coup de sortir la transversale qu'il faut, puis après d'être absent 15 minutes encore et d'être là pour marquer le but. Malgré tout, on a besoin de ce genre de joueur pour gagner des matchs et ça se voit depuis le début de saison, c'est le joueur de Ligue 2 le plus décisif avec Miko Dadze maintenant, mais c'est un joueur précieux et en troisième je devais mettre Fomba de base, mais j'aimerais quand même parler justement de Bamba parce que j'ai beaucoup aimé non seulement son activité mais aussi le fait qu'il arrive à user les défenseurs, ce que n'arrive pas à faire Wadji. Pourtant Bamba c'est quand même un joueur de couloir de base et pas un joueur d'axe, mais il a eu beaucoup d'activités, il a beaucoup couru, il a beaucoup usé les défenseurs, et à côté de ça, c'est un joueur qui est propre, qui s'est éliminé, qui a l'air d'avoir une belle complémentarité avec Crasso si ça continue comme ça, donc un top joueur aussi.
Oui, vous voyez sur le visuel les statistiques de Kader Bamba et sa hitmap, c'est 3 passes clés, pas 3 passes D, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué de faire 3 passes D. Avant qu'on passe au côté négatif de ce qui t'a déçu, Eric, est-ce que toi, Antoine, tu as d'autres tops que ceux que Eric a cités, ou est-ce que tu veux appuyer sur certains points? Non, j'aurais peut-être cité si Nkunku. Encore un très bon match de C'est Nkunku, vrai. grosse activité. C'est assez impressionnant la différence entre le Nkunku qu'on a vu sur les 2 premiers matchs, les 2 premières apparitions, et le niveau qu'il affiche actuellement. Alors oui, il reste parfois un petit peu brouillon, un petit peu imprécis. Il donne un peu l'effet d'un chien fou sur son côté, mais c'est quand même l'activité qu'il peut avoir, les différences qu'il peut faire offensivement, même défensivement. Il y a eu des retours très précieux sur des contre-attaques. Franchement, je suis le premier à l'avoir un petit peu à m'être dit oulala, mais quel jour on vient de récupérer pour cette seconde partie de saison. Et finalement, il me convainc vraiment de match en match. Il est régulièrement décisif, il fait des différences. Et après, pour revenir un petit peu sur les tops de Eric, Crasso, j'ai trouvé que par rapport aux autres matchs, il y avait un plus gros investissement défensif. Oui. Je l'ai vu plus revenir, je l'ai vu plus Moins nonchalant, ouais. participer. Ouais. Ouais, voilà. Plus participer dans l'entrejeu à cette espèce de bloc équipe qu'on a bien réussi à faire, à part pendant ces 10-15 minutes où justement on est passé à travers. Il y avait un beau bloc équipe et ça partait notamment de Crasso qui faisait plus d'efforts pour revenir dans le cœur du jeu et se positionner au niveau juste au-dessus des milieux de terrain et voulait justement bloquer la relance à Fraise. Et sinon, pour le reste, assez d'accord sur Briançon, très très important. Briançon sur les 5-6 dernières minutes de jeu, Ouais. avec le temps additionnel, il est peut-être resté 4-5 minutes par terre à gagner du temps, à remobiliser tout le monde. On l'a vu aussi sur le but, je sais pas si c'était diffusé à la télé, mais juste après le but, il a pris tout le groupe pendant 20 secondes. Il leur a parlé, il leur a dit c'est dans la tête maintenant, on lâche rien. Vraiment, il a pris tout le monde en même temps pour pas que ça craque justement dans ces dernières secondes. Et c'est lui après qui a gagné beaucoup de temps et dans cette gestion des temps cruciaux dans la fin du match, je l'ai trouvé très important. Il prend son rôle de leader vraiment à cœur, j'ai l'impression. Briançon, et comme tu le dis, hein, Nkunku, ça penche vraiment à gauche. Vous voyez sur les stats à l'écran, c'est quand même 20 ballons touchés de plus que Apia. Et quand on sait les tâches défensives que fait Nkunku, on se doute bien que c'est plus sur le jeu offensif que ça pèse de son côté. Ouais, Vas-y. justement, je me permets, je voulais rebondir sur ce que disait Antoine. Il a totalement raison par rapport à Nkunku. J'avais hésité aussi à le mettre Ouais. en top. Mais moi, j'aimerais bien rajouter par rapport à ça que c'est ce genre de joueur qu'on aurait dû avoir dès le début de saison parce que Batles voulait mettre un schéma tactique avec des ailiers qui étaient percutants et je pense que actuellement dans l'effectif on n'a pas de joueur plus percutant que Nkunku parce que en termes de conduite de balle, parce que en termes de premiers appuis et de vitesse finale, c'est un joueur qui est phénoménal et enfin par rapport à ce qu'on a dans l'effectif. Et je l'avais déjà dit plusieurs fois dans des émissions précédentes, hein, mais je regrettais vraiment le fait que le club n'ait pas recruté d'ailier justement rapide, percutant comme ça en première partie de saison et en fait ça nous a beaucoup coûté, hein, on l'a vu sur beaucoup C'est de clair. matchs. Cafaro sur les côtés, bon bah ça prend pas forcément le couloir, c'est un peu difficile, c'est un joueur qui est pas très rapide de base, qui est pas trop fait pour percuter, il est plus il est plus fait pour jouer en relais ou en meneur de jeu un peu excentré. À côté de ça, on avait Pintor aussi. Bon, non, je vais pas m'étaler dessus. Voilà. On a tous vu de quoi il était capable. Et après, on a des jeunes qui sont pas forcément encore au niveau, ce qui est normal. Donc, le recrutement de Nkunku, il est logique. Parce que c'est ce genre de profil qu'il nous faut. Moi, je suis dégoûté qu'on n'ait pas eu cette idée dès le premier mercato, quoi, dès le mercato estival. Ça va rejoindre notre débat de tout à l'heure sur la frustration ou les bases pour la saison prochaine. Oui. Mais c'est vrai que là, on se rend compte avec Apia et Nkunku que c'est à ça qu'aurait dû ressembler le schéma tactique mis en place par Batles en début de saison, à 3 défenseurs centraux. C'est à ça que ça aurait dû ressembler, mais forcément, c'était moins facile avec les armes qu'il avait en début de saison. Messieurs, les flops, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont déçus? Vous avez le droit de ne pas en avoir, bien sûr. À titre individuel, Eric, tu avais la parole, donc tu la gardes. Ouais, j'ai mis Petro. Alors pour l'ensemble de son œuvre, pas spécialement pour le. Enfin,
si le carton rouge entre en compte, mais là où justement sur le mois de février il avait été très très important parce que il perdait pas un duel, parce qu'à la relance il était très bon, parce qu'on sentait vraiment, j'avais l'impression de voir un joueur qui était vraiment très Ouais. sûr de lui Vrai et, renouveau au mois de qui février, ouais. Vraie renaissance. Et c'est puis, ça. C'est ça, et j'avais l'impression que, à mesure que l'équipe surfait sur la vague, lui aussi, et pourtant, je le trouve un peu en dedans. Alors, c'est peut-être l'adversité, enfin, le niveau de l'adversité qui fait que, il est un peu en dedans, et du coup, ça nous remettrait un petit peu les pieds sur terre par rapport à son vrai niveau. Je suis un peu déçu parce que c'est quand même un joueur qui était un cadre, qui était souvent titulaire avec Lorient en Ligue 1 l'année dernière. Donc de le voir à ce niveau-là dans son schéma préférentiel à 3 défenseurs, je m'interroge un peu. Alors pour autant, il n'a pas fait un mauvais mois de mars, mais il n'a pas fait un bon mois de mars non plus. Et là, le match de ce week-end vient un peu conclure le fait qu'il retombe dans ses travers, qu'il retombe un peu dans sa fragilité, notamment ce tacle qui était clairement évitable. Donc voilà. Après, j'ai mis Apia parce que c'est pareil, depuis 2-3 matchs, je le trouve un peu en dedans, à la fois défensivement, à la fois offensivement par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ouais. On l'a bien vu, pareil, sur ses premiers matchs, ça a été un patron. Là, je le trouve plus discret, un peu plus caché, un peu plus en retrait. Il monte moins, j'ai l'impression. Il est un peu plus maladroit sur la preuve, le penalty. Que j'ai pas du tout compris le geste qu'il a fait sur le penalty. C'est des erreurs qu'il devrait pas faire en Ligue 2. Donc c'est pareil, c'est un joueur duquel j'attends plus. Et en dernier, pour terminer rapidement, j'ai mis Cafaro, et plus précisément le rôle de Cafaro. Je le dis depuis le début de saison, hein, Cafaro en ailier, il nous apportera jamais ce dont on a besoin. Alors certes, il est à l'origine du deuxième but parce qu'il fait la passe à Wadji, mais à côté de ça, c'est ce que je disais, quoi, c'est un meneur de jeu. Sur l'aile, lui demander de percuter, Ouais. il va réussir une fois sur 10 à chaque fois. Donc c'est mauvais pour l'équipe, c'est mauvais pour le joueur. Après, en même temps, on a quand même besoin de quelqu'un sur le côté. Donc j'ai l'impression que c'est très frustrant Cafaro, parce que j'ai l'impression que c'est un joueur avec un bon potentiel qu'on n'exploite pas comme il faut. En effet, Cafaro, c'est un peu. Est-ce que son but magnifique sauvera un peu l'image qu'on aura de lui à la fin de la saison? Mais c'est vrai que le ressenti est un peu mitigé entre ce qu'il aurait dû apporter et ce qu'il a vraiment apporté. Ouais. Est-ce que toi, Antoine, tu as d'autres flops que ce qui est Euh, cité? je vais déjà revenir un petit peu sur ce que disait Eric Bien sûr. en revenant un peu sur le cas Petro. Euh, Petro, c'est vrai que par rapport à ce qu'il produisait à Lorient et ce qu'il produit cette année, c'est un peu dans la même continuité. J'ai l'impression il a très vite fait de déconnecter. S'il y a une ou Ouais. deux actions qui se passent mal, on sent qu'il va très vite se remettre en question, qu'il a du mal à faire face aux petites erreurs qu'il peut faire dans un match. Là, c'était face à Casimir, il me semble, une ou deux fois, il commence à le passer en début de match, une fois, deux fois, et tout de suite on sent qu'il est un peu perdu, qu'il est sur le reculoir, qu'il perd confiance vraiment. J'ai l'impression que c'est une question de confiance en lui sur ces matchs comme ça, Mhm. et ça se voit à la fin. Sur la fin, le tacle il est non maîtrisé, il se fait prendre de vitesse. Et voilà, mais c'est vraiment une question de confiance, j'ai l'impression, chez ce joueur-là. Quand ça se passe bien, il arrive à monter en pression. Par contre, dès qu'il y a un petit élément qui va contre lui, et ben, ça devient difficile. Sur Apia, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Eric, hein, une faute assez bizarre, assez surprenant C'est ça. pour un joueur qui a quand même 30 ans, de faire une faute d'inexpérience comme ça, c'est un petit peu surprenant. Et j'ai un petit. Je commence à Toulouse, enfin, je commence, c'est pas la première fois, mais l'Aubry, je trouve on en attend mieux, j'en attends plus. C'est 27 matchs, j'ai regardé les statistiques, un but, deux passes décisives pour Victor L'Aubry. C'est quand même très peu pour un joueur qui était censé nous être plus décisif, qui se projette beaucoup. On le voit beaucoup dans les 30 derniers mètres, il touche Ouais. beaucoup de ballons. C'était Il shoot c'était- beaucoup. c'était le joueur Made in League 2 du mercato d'été, hein. C'était vraiment celui-là. On Voilà. avait dit celui-là, il aura pas besoin de temps d'adaptation parce qu'il connaît. Et en soi, on le voit beaucoup, mais il a beaucoup joué, il touche beaucoup de ballons là, et encore. Ce match-là, en l'occurrence, non, mais je trouve qu'il touche beaucoup de ballons dans les autres rencontres, mais il n'arrive pas à être décisif. Et mine de rien, quand on a un rôle de milieu offensif, on va dire, il faut réussir, enfin, sur les phases offensives assez haut sur le terrain, il faut réussir à se montrer tranchant. Et 16 pertes de balles, c'est quand même beaucoup dans un match, Ouais. c'est pas normal. Voilà, le cap qui devrait passer pour nous aider, nous aussi, l'équipe, à passer un cap, c'est réussir à devenir un joueur plus décisif.
C'est vrai, loin de moi l'idée de Ouais. vous influencer avec le visuel que je vous affiche, mais c'est vrai que c'est pas des statistiques qui sont avantageuses pour Victor Lebris. On va faire un tour sur le chat parce que ça fait très longtemps qu'on n'y est pas passé. Hugo, dis-nous, est-ce que dans les cas individuels, il y a des choses qui ressortent? Ouais, bah, niveau top, la bonne entrée de Wadji est relevée par Ekato Ilela, qui amène le but quand même. Ouais. Quentin en top parle de Fomba, Nkunku, Nico parle aussi de l'état d'esprit, du collectif. Albert en top place Briançon, Nkunku, Crasso. Leïla passe Nkunku, Crasso et Briançon aussi. Toujours Fomba, Céline, Wadji. Au niveau des flops, il y a 3 noms qui ressortent, c'est Apia, Lobry, Bouchouari à chaque fois. Bouchouari, on n'en a pas trop parlé, mais le chat pense qu'il n'a pas fait un super match. Pour parler de Cafaro, le chat est plutôt en désaccord avec Eric. Ouais. Il part toute d'une bonne entrée, qui met de bons centres, qui apporte de la vivacité. Donc voilà, les avis divergent, mais ouais, Cafaro pour le chat, c'est plutôt bon dans l'ensemble. C'est ce que j'ai vu dans le C'est chat. assez rigolo parce que loin de moi loin de moi l'idée d'agresser le chat, mais Cafaro il a fait un match comme il en fait tout le temps et sur beaucoup de matchs on a été dur avec lui par rapport à ça. Alors que bah en fait il est dans la lignée de ses performances, il fait plus ou moins tout le temps des matchs comme ça. Donc ouais enfin je m'interroge mais surtout sur le rôle de Cafaro. Ouais, tu veux te mettre à dos le chat pour ta dernière. Exactement. C'est quelque chose d'audacieux, c'est quelque chose d'audacieux. Non, on apprécie le geste. Le gros sujet que je vais un peu généraliser, je vais regrouper 2 sujets en un. Vous avez parlé d'une défense trop naïve. Moi j'ai envie de dire qu'il y a eu de la naïveté, certes, surtout pas de la part des plus jeunes et des plus inexpérimentés. Bon, So n'a pas été exempt de tout reproche, mais bon, c'est pas lui qui fait les 2 grosses erreurs du match. De la naïveté, mais surtout du cœur. Depuis début février, c'est une équipe qui ne sait plus baisser la tête. C'est une équipe qui... ces scénarios-là, si vous voulez, qu'on a eu là, au cours du mois de mars et au cours du mois de février, il y en a eu quelques-uns, si on les avait eu en début de saison, on sait très bien comment ça se serait passé. Le match aller contre le Havre peut nous donner raison. À 2-0, à 10 contre 11, il y avait 2 à 10 contre 11, mais en perdant à 10 contre 11 contre le Havre, on aurait pu s'effondrer, on voyait tous la chose arriver, et cette équipe a su réagir, cette équipe sait réagir depuis quelques semaines. Comment tu peux expliquer ça, Antoine, la différence entre vraiment cette équipe qui arrive à des fois être naïve et à peut-être se laisser trop emporter dans ses gestes, et cette équipe qui à la fois aussi fait preuve d'une volonté énorme? Il y a un point de bascule, moi je trouve, dans cette saison et dans tout ce que tu décris, dans tout ce que tu décris, c'est le match face à Caen. Le match face à Caen, c'était un match qui a été plutôt abouti, où finalement on se fait surprendre avec un but en début de match, et on revient à la 91e avec le but de Charbonnier. Alors Charbonnier n'est plus là, mais j'ai eu l'impression que au moment de ce but-là, au moment de l'attitude des joueurs, que ça soit pendant ce but-là, après le match dans les salutations au public, il y avait eu un petit électrochoc, et depuis, à part ce match contre Sochaux où on craque complètement en fin de match, et Bastia où là ils étaient nettement supérieurs, on a toujours eu cet état d'esprit combatif. Il y a eu une forme d'engouement général de l'équipe qui s'est dit en fait on est capable de faire des choses, on est capable de renverser des matchs, ce qui était impossible en début de saison. Dès qu'on concédait un but, on a l'impression que les mauvaises nouvelles s'accumulaient avec des cartons rouges, des blessures, encore d'autres buts. Et là en fait on s'est dit on est capable de renverser les situations, on a des joueurs qui ont du caractère, des joueurs qui affichaient pas assez de caractère en première partie de saison et qui en affichent à nouveau là. Donc je pense qu'il y a vraiment eu des recrues qui sont venus faire un petit peu bouger les choses. Bamba, c'est pas forcément le joueur le plus combatif, mais pour autant, il apporte quelque chose de différent. On a Crasso qui lui aussi il prend son rôle de leader plus à cœur, j'ai l'impression. C'était déjà le leader technique dans la première partie de saison. Là, il dégage une certaine forme d'aura sur le terrain qui est différente, et il pousse les siens. Nkunku, c'est un joueur un peu foufou qui va dans tous les sens, mais voilà, il a cette grinta là qu'on n'avait pas en première partie de saison. On avait des joueurs très lisses sur les premiers mois qui arrivaient dans un contexte certes très compliqué, mais à part Briançon qui en plus avait eu enfin était dans le dur lui aussi quand il est arrivé, on avait très peu de joueurs qui arrivaient à sortir du lot au moins par leur caractère. Et là c'est un petit peu tout le contraire, on a des joueurs qui arrivent à sortir du lot grâce à leur caractère. Alors oui, il y a eu des erreurs d'attention
champions comme Petro, comme Appia, on peut leur jeter la pierre, c'est facile. Mais globalement, on ne peut qu'être rassuré parce qu'on voit de ces dernières semaines. Appia, c'est quand même un joueur qui est arrivé il y a un mois et demi. La charnière Sceaux-Briançon-Petro, c'est une charnière que Laurent Batles a mis du temps à construire. Au milieu de terrain, on a Fongba, lui aussi il est arrivé. Il y a toute une équipe qui continue de se découvrir au fur et à mesure des semaines. Et malgré cette difficulté-là de pouvoir se découvrir dans un championnat de Ligue 2 qui est très exigeant, on arrive quand même à dégager des résultats et à dégager un esprit d'équipe qui à Saint-Etienne, fait toujours plaisir aux supporters. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a eu quelques tournants en ce début d'année 2023. Moi j'en ai noté 3 dans la préparation d'émission, je me suis remémoré les matchs. Pour moi il y a l'arrivée de Charbonnier et ses petits buts de raccro qui comptent double, j'ai envie de dire, dans les matchs où ils ont eu lieu. Il y a la blessure, c'est ça, il y a la blessure de Charbonnier qui pour moi a été un électrochoc aussi pour le groupe. Et il y a aussi, on en parlait tout à l'heure de ce joueur, c'est Cafaro. Le match contre Annecy pour moi est aussi un gros tournant mentalement pour l'équipe, parce que c'est le genre de gestes et de genre de choses qu'on ne tente pas quand on est une équipe en perte de confiance et dans le doute. Eric, est-ce que tu partages tout ça? Est-ce que pour toi cette équipe, ce revirement de mentalité, il apparaît à peu près autour de cette zone chronologique? Oui, oui, oui. Ah bah c'est très clair que le mercato d'hiver a changé énormément de choses. Enfin, euh, on avait en première partie de saison des joueurs qui s'en regardaient un petit peu, donc personne ne prenait le leadership, et des joueurs qui, au-delà de pas avoir de caractère, étaient en manque de confiance et affichaient un niveau insuffisant aussi. Enfin, sur le terrain, il y avait Exactement. certains joueurs qu'on n'a pas beaucoup revus depuis, sans citer les noms, qui étaient pas loin d'être catastrophiques sur la première partie de saison. Donc déjà, quand on remplace ces joueurs-là, sans parler forcément de caractère, hein, mais quand on remplace des joueurs qui ont un niveau pas loin d'être catastrophique par des joueurs qui ont un niveau très correct, voire bon, globalement, ça change pas mal de choses. Après, oui, l'arrivée de Charbonnier, et précisément Charbonnier, tu fais bien de le citer, parce que tous les joueurs parlent de lui comme de justement leur espèce Un moteur de dans le vestiaire. modèle. Ouais. Ouais, c'est ça, le grand frère ou le papa, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous soudés derrière lui, et encore plus depuis sa blessure, pour aller chercher cette espèce d'état d'esprit que lui a amené, et continuer de le mettre encore dans le vestiaire et sur le terrain. Et ça se ressent, hein. Enfin, notamment, j'en avais parlé dans une émission précédente, mais Monconduit et Petros sont des joueurs qui étaient très en dedans sur la première partie de saison. Alors peut-être pas forcément parce qu'ils y mettaient de la mauvaise intention, hein, mais ils étaient quand même en dedans. Et depuis le début de l'année 2023, ce sont des joueurs qu'on revoit un peu. On peut citer Wadji, qui reste quand même un intermittent du spectacle, mais qui nous a montré des choses très intéressantes par moment sur l'année 2023. Donc c'est un ensemble de choses où les joueurs se tirent tous un peu vers le haut. Et ça, j'aime beaucoup ce genre d'état d'esprit. Et en plus, on peut le voir sur le terrain par ces moments où vous savez, dans les petits espaces, quand il y a des balles qui volent un peu partout, machin truc et tout, c'est très rare désormais que les contres favorables, on les laisse aux adversaires, parce que, sauf exception, mais euh, avant, c'était le genre de situation où, par exemple, Petro tentait un dégagement, le ratait, et se faisait prendre dans le dos, derrière c'était centre et but, quoi. Maintenant, ça va être une espèce de hargne, de grinta, et une réactivité aussi qui est beaucoup plus rapide, et ça c'est très important, parce que si on se met à réfléchir plus vite et à agir plus vite, on a quand même un temps d'avance sur les adversaires. Donc c'est une espèce de cocktail d'une meilleure mentalité, d'une meilleure capacité, de meilleure qualité sur le terrain, qui font que bah on a une toute autre équipe devant nous. Et enfin, c'est une équipe qui se bat selon les valeurs stéphanoises. Alors enfin moi j'aime bien citer ça, parce que malgré tout c'est un peu dans les valeurs vertes d'avoir cette grinta, mais ça fait plaisir à voir. Et oui, et t'as raison, c'est de parler de confiance, etc. Je pense que c'est ça, le groupe se fait confiance, chaque joueur se fait confiance individuellement et fait confiance aux autres. Les 2 buts de ce week-end, je suis persuadé qu'en début de saison, Bamba il est jamais là pour la pousser au fond sur le premier, et Crasso ne suit jamais l'action de Wadji sur le second. Enfin,
ou alors il y a un contre favorable au Havre. Enfin, cette chance qu'on a blâmée, que certains ont blâmé en début de saison, n'était peut-être pas que de la chance, était une histoire d'engagement et de confiance, et tu as raison de le dire, Eric. Le chat... Le contraste il est tellement différent par rapport à ce qu'on a vu en première partie de saison ouais. que forcément, dès que ça tourne un petit peu en notre faveur, et ben on a l'impression que tout roule. C'était vraiment la première partie de saison, c'était un calvaire. Les joueurs ils baissaient la tête, ils avaient peur. Il y avait une vraie peur dans l'équipe, c'était un truc de dingue. Et c'est là où tu as eu raison de souligner le match face à Annecy. Après ce match à Annecy, j'ai eu l'impression qu'ils se sont dit. En fait, on est capable de le faire, on est capable de renverser des matchs. En fait, on n'est pas devenu pro pour rien. Voilà. Ouais, même, c'est sûr. Même s'il y en a que voilà, on n'est pas sûr à 100%. Ouais, et puis même dans le chat, il y a je vois un mot sur l'Arseneur, et c'est vrai que l'Arseneur, inconsciemment, il joue là-dedans. Lui aussi, c'est un mec de vestiaire. C'est un gars qui a du caractère, qui sait parler aux joueurs, qui a vécu du métier. Et forcément que ça fait la différence. Le chat, Hugo, qu'est-ce qui se dit sur nos petites revirements de situation comportementaux? Ouais, bah pour beaucoup, c'est vraiment le mercato d'hiver qui a fait du bien. Pour Elkato, Spider-Fox, ouais, c'est le mercato d'hiver qui a tout déclenché. David parle de l'Arseneur, qui a un rôle hyper important dans le caractère de l'équipe. Après, Céline parle, et Elkato aussi, parle de la finition qui manque un peu parfois. Il faut être plus tueur devant. Ouais. Ness Auvergne dit qu'on peut pas mettre le staff comme responsable du championnat d'état d'Estrie. Il y a une vraie adhésion à Batles pour lui depuis le match à Annecy surtout. Après, Nico dit qu'il faut quand même se sauver pour l'année prochaine parce qu'il y aura sans doute plus Nkunku, peut-être plus Crasso. Va falloir se reconstruire, donc ce tournant c'est bien et il faut en profiter pour bien sauver. Mais ouais, l'année prochaine ça risque d'être quand même plus compliqué. On sent que tu es un professionnel, Hugo, parce que tu me tends la perche pour le dernier sujet qu'on va aborder sur le débrief de ce match. On peut se le dire, après ce mois de mars, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient signé pour 3 points minimum sur ce mois de mars. On aurait pu espérer mieux, mais justement, on aurait pu espérer mieux. Les Verts montrent un meilleur visage, et surtout les gros qu'on a rencontrés ne nous ont pas paru si gros que ça. Est-ce que pour vous, messieurs, ce sont des regrets énormes qu'on doit nourrir, ou est-ce qu'on peut se considérer que cette saison et ce début de saison catastrophique doit nous servir de leçon, être plus humble, plus préparé et servir de base solide pour l'an prochain? Je voudrais bien votre avis, et Eric en tête. Ouais, je pense que tu as raison sur le fait que c'est formateur, parce que malgré tout, faut pas oublier qu'on a un groupe, comme on le disait il y a quelques minutes, il y a quelques mois, il s'effondrait pour un rien. Donc là, il y a une espèce de cohésion d'équipe qui est en train de se construire, qui est pas encore construite, hein. Je pense que c'est relativement fragile. Ce qui s'est passé sur le mois de mars, alors moi j'espérais 4 points, on en a 3. Sur le côté comptable, bon bah on en reparlera, mais sur ce qui s'est passé dans les matchs, sur ce qu'on a montré, j'ai été très satisfait. Alors on avait aussi souvent ce genre de discours en première partie de saison quand on perdait des matchs et qu'on les dominait globalement. Mais là, la différence, c'est que on n'a pas perdu de match. Donc ça fait la différence au niveau de la confiance. C'est ça. Je pense que cette saison, y a mis à part le maintien qu'on devrait avoir si on garde le même état d'esprit que depuis début 2023, ce qui fait pas trop de doute, il y a plus grand chose à espérer à part le maintien. Donc des regrets, oui et non, parce que chacune des expériences qu'on va avoir là, si on n'est pas relégué en fin de saison, ça servira au groupe pour l'année prochaine. Alors avec quel joueur, ça on verra bien, mais je pense que là il y a une espèce d'ossature qui est quand même assez importante, qui devrait rester là globalement pour l'immense majorité pour la saison prochaine. Donc c'est des joueurs qui pourront se nourrir de ça la saison prochaine, et qui auront besoin encore, enfin je reste pas persuadé que si on gagnait tous nos matchs jusqu'à la fin de saison, on apprendrait plus que là par ce genre de scénario, parce que encore une fois ce sont des erreurs bêtes. Alors c'est très frustrant, hein, c'est très énervant, mais ce sont des erreurs que les joueurs ne reproduiront peut-être pas les prochaines fois, j'espère, je croise les doigts, mais non, là je pense que, et notamment par rapport aux joueurs on a encore quelques jeunes joueurs dans l'équipe, So, Bouchoirie en tête, ce sont des joueurs qui ont besoin d'apprendre encore, et sur cette fin de saison c'est ce qui va se passer.
s'ils sont amenés à rester, c'est vrai que cette saison peut leur servir d'apprentissage express pour l'année prochaine. Antoine, est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que tu penses qu'on peut nourrir quelques regrets quand même? Moi, je suis plutôt de l'avis du fait qu'on peut nourrir de regrets parce que quand on voit le niveau général de ces équipes de Ligue 2, j'ai très peu d'équipes qui m'ont fait forte impression. Quand j'y pense comme ça, il y a le match face à Bastia où là j'ai trouvé Bastia nettement supérieur dans tous les compartiments du jeu qui m'a vraiment, vraiment impressionné. Mais sinon, tous les autres matchs, j'ai pas trouvé d'équipe vraiment impressionnante. Et quand je vois avec une équipe qui est en train de se construire, avec beaucoup de nouveaux joueurs qu'on a recrutés en janvier, donc vraiment il y a plein de choses à remettre en place. Les résultats qu'on arrive à avoir sur ce mois de février, sur ce mois de mars, en allant jouer à Bordeaux, en allant jouer au Havre, en recevant Amiens, je me dis que c'est pas, on peut qu'avoir des regrets. Je suis très frustré quand je vois le résultat de Bordeaux qui est deuxième, qui peut peut-être remonter directement. L'année prochaine, il va avoir 4 descentes. En fait, j'ai des regrets en pensant déjà à l'année prochaine, en me disant il y a 4 clubs de Ligue 1 qui vont descendre l'année prochaine. Il y a des équipes qui vont pas pouvoir monter, qui vont continuer de se renforcer et d'avoir une ossature pour aller chercher un ticket en Ligue 1. Et nous, vu l'instabilité qui règne dans les décisions de nos dirigeants, je ne sais pas ce qu'on va avoir cet été. On a vu que l'été dernier, c'était n'importe quoi le recrutement, qu'on avait recruté à la hâte pour faire de la quantité et pas de la qualité. Cet hiver, on avait quand même essayé de se concentrer, d'essayer de réaliser des meilleurs coups. Ça a fonctionné, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer à l'avenir avec ces dirigeants-là. Et c'est ce qui me fait avoir des regrets, parce avec quelques bonnes décisions du coach, une ossature qui se développe, on arrive à aller chercher des résultats chez les plus gros, à gagner à domicile. Et comme à Saint-Étienne, on ne sait jamais de quoi sera fait demain avec ce qui se passe dans les plus hautes sphères. J'ai beaucoup de regrets par rapport à ce qu'on aurait pu aller chercher, les ambitions qu'on aurait pu nourrir si on avait eu rien qu'un mercato d'été un peu plus organisé. C'est vrai que là je suis partagé entre vous deux, mais je suis plutôt d'avis que cette saison sera formatrice. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette Ligue 2 était d'un niveau largement prenable, voire faible, et que les clubs qui monteront, qui auront la chance de monter, s'ils ne se renforcent pas comme il faut, vont faire l'ascenseur, à mon avis, dans l'autre sens très vite, tant la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2 me semble extrêmement, extrêmement grosse. Est-ce que le chat peut m'aider à me décider, Hugo? Est-ce que le chat peut, a lui un avis qui peut m'aider à choisir? Et bah, le chat semble nourrir des regrets, Kevin. Pour Joss, il y a des regrets surtout de ne pas avoir construit l'équipe de janvier en juillet dernier. Oui. Leïla, ouais, il parle d'un mercato d'été raté et une difficile adaptation à la Ligue 2 en conséquence. Pour Patrice, on peut avoir des regrets car on voit que l'on n'a rien à envier aux équipes du haut de tableau. Mais l'inquiétude du chat, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout pour la saison prochaine. En fait, je pense, messieurs, qu'il va falloir faire mieux que l'été dernier au niveau du mercato. Ça, c'est certain. Et il en passera par là si on veut espérer autre chose que de jouer le maintien ou le ventre mou de la Ligue 2. Mais il y en a un qui va nous aiguiller sur cette direction sportive. Il a décidé de vous régaler pour sa dernière dans l'émission. C'est Eric. Et Eric, de mémoire, tu as même un jingle. Eric, l'œil du centre. Oh, c'est un jingle qui nous régale. Il va nous manquer celui-là. Je vais devoir le supprimer de la palette. Ça me fend le cœur. Eric, la main est à toi. Vas-y. Pleure pas, Kevin, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Essayer. Ouais, ce soir, je vais vous parler Enfin, je me posais la question, quels seront les projets à court terme pour la direction sportive. Comme vous l'avez dit juste avant, on est habitué à l'instabilité, on est habitué aux décisions un peu effrayantes. Les mercatos avant celui de cet hiver, les deux derniers mercatos qu'on avait fait, à savoir l'hiver 2022 et l'été 2022, ont été assez effrayants. Devant une équipe qui reprend confiance et qui va au combat, la direction sportive va devoir faire de même. La première question que je me pose, c'est qu'adviendra-t-il de Perrin? On le sait, c'est un directeur sportif un coordinateur sportif qui est en devenir, qui apprend. Est-ce qu'il a enfin décidé de s'entourer d'une vraie cellule de recrutement pour ne pas reproduire la même erreur que l'été dernier? Est-ce qu'à un moment il faut passer à autre chose et recruter peut-être un directeur sportif qui a plus à la fois d'ambition, plus d'expérience et plus de qualité?
J'espère que Perrin, s'il ne part pas, ou alors s'il part, ça mettra un terme à la vision court-termiste du club. Notamment, on a pu le voir par rapport au fait que Crasso n'ait pas été prolongé avant cette saison-là et qui se retrouve du coup probablement à partir en fin de contrat à la fin de la saison. On a plein de joueurs qui ont signé l'été dernier pour seulement 2 ans et pas 3. Donc ça veut dire que cet été, on va encore se retrouver avec un nombre de joueurs incalculables qui vont être en fin de contrat en 2024 et donc encore de l'incertitude. Il faut aussi que dans le prochain mercato s'arrête un petit peu cette espèce de vision minimaliste, comme le recrutement de l'été dernier qu'on a pu avoir, qui était très insuffisant et en qualité et en quantité pour moi. On n'a quasiment pas dépensé, on n'a pas fait de vrais recrues qui se sont imposés derrière. On a quasiment pas eu de plus-value. On a fait beaucoup de paris, quasiment aucune valeur sûre. Et en plus de ça, maintenant qu'il y a une espèce de cohésion autour de Batles, autour de son projet, il faut aussi apporter à cet entraîneur quelque chose de plus en plus positif. On l'a beaucoup critiqué en première partie de saison. Là, force est de constater qu'il a relevé la tête. Il faut lui apporter comment dire, un soutien à la hauteur de ses ambitions. Il faut lui apporter une équipe capable de mettre en place ce qu'il demande et pas recruter des joueurs un peu au hasard en se disant sur un malentendu ça peut passer. Il faudra aussi un peu investir, notamment en attaque parce que ça a toujours été une faiblesse, notamment en défense parce que mine de rien on a encore des incertitudes. On a une vision à court terme dans l'équipe dans la direction sportive qui montre une espèce de confiance et en l'avenir et en l'équipe et au coach et au staff, et ça forcément ça se retransmet sur l'équipe derrière, et je suis prêt à parier que le fait qu'il y ait cette espèce de projet sportif un peu flou, ce recrutement un peu faible, ça a forcément joué dans le fait que les joueurs n'ont pas pris l'ampleur du projet qui devait être mis en place. Eh bien Eric, c'est une chronique qui je pense va faire réagir le chat, donnez-nous votre avis. Mais avant que le chat donne son avis, Antoine, tu vas devoir me donner le tien. Que penses-tu de l'avis de notre cher Eric? Est-ce que tu es d'accord avec sa vision et son inquiétude vis-à-vis de la direction sportive du club? Je suis complètement d'accord avec Eric. J'ai aucune confiance malheureusement en la direction en place. Je ne veux pas jeter la pierre à Loïc Perrin qui débute dans ce métier-là et on a un peu jeté au feu face à ça. Mais voilà, on nous a vendu un projet quand ça allait très très mal en début de saison, on nous disait que c'était un projet sur 2 ans où il fallait laisser le temps au temps, que le but c'était pas de remonter la première saison. Sauf qu'en fait, ils s'imaginaient déjà en début de saison pouvoir renverser la Ligue 2 et se remonter parce qu'ils avaient recruté pas mal de mecs à la Giraudon qui en fait sont arrivés complètement cuits et qui se rendaient pas compte de l'ampleur de la tâche. Et en fait, on est toujours dans cet état d'esprit de mais voilà, le projet sur 2 ans, ça va le faire, on va remonter en Ligue 1. Quand on va remonter en Ligue 1, on aura à nouveau du budget, on pourra reconstruire une équipe pour se maintenir et repartir sur une nouvelle dynamique. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas forcément compte que c'est pas parce qu'on vient de faire 1 mois et demi, 2 mois assez correct que tout va rouler, tout va aller comme sur des roulettes pendant l'année prochaine. Comme l'a dit Eric, il y a aussi des joueurs qui arrivent en fin de contrat, des joueurs importants qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Le numéro 1, évidemment, Jean-Philippe Crasso. Et oui, oui, ça tombe bien en ce moment, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine inquiétude pour le futur, parce que comment ça va se passer si l'année prochaine on n'arrive pas à remonter? Il y a quand même 4 équipes de Ligue 1 qui vont arriver. Ça reste très flou, tout est très flou dans ce club-là. Le futur est toujours aussi flou. Les prolongations, on parle quasiment pas de prolongation à Saint-Étienne. Il y a plein de joueurs pour lesquels on devrait se bouger. Il y a très peu de discussions sur les prolongations. Donc voilà, je suis tout sauf rassuré pour le futur. Très heureux de ce qui se passe en ce moment, de voir que cette équipe relève la tête, de voir que cette équipe tourne bien, mais très inquiet aussi pour le futur parce que on a aucune, y a aucune espèce de direction outre les 3 prochains matchs qui arrivent, direction, enfin, de proposition qui est faite de la part du club outre les 3-4 prochains matchs qui arrivent.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux qu'être d'accord aussi avec la chronique d'Eric et tout ce qui a été dit. Hugo, est-ce que le chat est d'accord? Je vois que... Bon, j'ai lancé un sondage, bon, certains diront qu'il était truqué et que les hommes sont truqués, mais voilà, le chat nous dit que tu as raison et que tu vas leur manquer, Eric, dans le sondage. Ça, c'est le message, le cri du cœur du chat. À 100%, tu as 100% raison d'après le chat. Hugo, qu'est-ce qui se dit dans les, dans les grandes lignes? Ouais, bah, pour le chat, ils sont plutôt d'accord avec Eric. En fait, plutôt inquiet même. Il y a un grand ménage à faire avec beaucoup de joueurs à faire partir, comme Nadé, Pintor ou Giraudon. Pour Joss, il faut d'abord assurer le master avant de commencer à se projeter sur le mercato et sur cet été. Alors que pour Leïla, il faut plutôt anticiper, sécuriser certains contrats, commencer à prospecter pour faire mieux justement que l'été dernier. Il faut aussi penser aux joueurs qui reviendront de près. Donc ouais, un gros chantier s'annonce et le chat est plutôt inquiet pour ça. Et le chat a peut-être raison car ce maintien, qui est au cœur de tous les débats, il va falloir le glaner et commencer à le glaner dès dans 15 jours, après la trêve internationale, avec la réception de Niort. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. La réception de Niort, messieurs, qui, si je ne m'abuse, est à première vue un match qui est censé être bien plus simple que le mois de mars qu'on a vécu. Est-ce que pour vous, ces 15 jours dont on va bénéficier à peu près pendant la trêve internationale pour se préparer à ce match, voilà, est-ce que pour vous ça va être mis à profit? Est-ce que ça va être c'est une bonne nouvelle d'avoir ce petit 15 jours pour souffler après ce gros mois de mars, Antoine? Ouais, c'est cette grosse période où on a enchaîné 7 matchs sans défaite, ça va nous faire du bien. On va pouvoir récupérer quelques blessés aussi. Je pense à Monconduit, je pense à Mouefek qui nous manque aussi dans ce milieu de terrain-là. Mouefek qui, après une première grosse partie de saison, on a envie d'en voir plus encore. Cette complicité avec Bouchouari, à voir pourquoi pas un milieu à 3 et Fomba, ce que ça peut donner dans cette fin de saison. Comme tu disais, oui, enfin, on peut le prendre des deux côtés ce match de Niort. On peut dire, voilà, par rapport à Le Havre et Bordeaux, c'est sûr que ça va être un match facile. Mais on peut aussi dire, si on est défaitiste, ouais, ça sent le match piège. Après 7 matchs sans défaite, on va jouer une équipe qui a remonté un 3-2 dans un match un peu fou avec des cartons rouges, une bagarre, alors qu'ils étaient menés 2-0. Voilà, je vais essayer de prendre le côté pile de la pièce en me disant que on a prouvé qu'on était capable d'enchaîner les résultats face à des équipes qui boxaient dans notre catégorie de classement avec les victoires face à Niort, les victoires face à Annecy, face à Dijon, face à Nîmes, face à Pau. On a montré qu'on était capable d'accrocher les gros. Voilà, il faut montrer aussi qu'on est capable de sortir les muscles et pourquoi pas faire un gros résultat à domicile. Prouver que la SS ne fait plus vraiment partie même si dans le classement on est plus qu'à 2 points on est qu'à 2 points de la zone de relégation, montrer que la SS ne boxe plus dans cette même catégorie depuis qu'elle va mieux. Et ça serait le match idéal pour faire passer entre guillemets un message, pour affirmer finalement ce renouveau du club avant d'aller se déplacer au Paris FC, qui est une équipe du milieu de tableau de Ligue 2, où là aussi on est censé pouvoir aller les regarder droit dans les yeux. Eric, tu es d'accord avec ça? C'est le match ou jamais pour montrer que notre championnat ne se trouve plus derrière nous? Bah, au niveau comptable, oui, c'est sûr que c'est un match qu'il faut pas rater, hein, parce que mine de rien, la fin de saison approche doucement. Euh, je pense malgré tout que Batles doit être serein, même s'il est seulement à 2 points de la zone rouge. Je pense qu'il doit être serein dans son travail et qu'il va pouvoir, enfin, il va se permettre de travailler sur des axes de progression, notamment on parlait de la finition tout à l'heure, qui sont des choses qui vont être très très importantes parce que malgré tout, je suis pas sûr que ce sera un match très ouvert, sachant que Niort n'aura pas Boutoba, si je dis pas de bêtises, qui est quand même leur maître à jouer. C'est le genre de match où il faut pas se relâcher en se disant que on a fait un mois de mars sans perdre contre des équipes du haut de classement, machin truc et tout. Non, enfin, c'est le genre de moment, mais j'ai confiance en cette équipe. J'ai l'impression que ils savent se montrer à la hauteur, peu importe l'adversité. Après, à voir le schéma de jeu que Batles va mettre en place, mais on va arriver avec une relative confiance. On va arriver aussi avec des armes, mine de rien, qui sont quand même supérieures à celles des Niortais. On va arriver avec un vrai état d'esprit. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour aller gagner ce match. Et oui, tu l'as dit, il ne faut pas se reposer sur ce mois de mars. Je vous ai affiché le classement à l'écran. Et on n'en a pas trop parlé, on en a parlé un petit peu, mais pas trop. J'aimerais aussi qu'on voit un peu là-dessus.
la 12e place est pour moi un peu en trompe-l'œil. On se dit que 12e place, c'est bon, on est un peu le fessier sorti des ronces, mais c'est pas si vrai que ça, puisqu'on a que 2 points d'avance et un petit 8 buts de différence de but d'avance sur la zone de relégation. Est-ce que pour toi, Eric, c'est aussi un match piège avec seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation? C'est le genre de match où voilà, cette équipe peut peut-être se faire piéger? Alors, se faire piéger, oui. Après, on se fait souvent piéger hein, ces derniers mois et notamment depuis le début de saison. On est souvent à courir après le score. Mois de février, c'était un peu moins vrai, mais je pense que Niort viendra et vendra chèrement sa peau. Après, il faut se servir justement de cette espèce de maturité qu'on a dans le jeu, de cette espèce de confiance pour ne pas se laisser avoir. Mais j'ai confiance en cette équipe justement. Ça va être un match piège, mais je pense que maintenant ils en ont conscience. Je pense qu'ils en ont suffisamment subi en début de saison ce genre de match piège. Donc non, je pense qu'on va voir une équipe de Saint-Étienne avec un bel état d'esprit, avec des belles armes. Mine de rien, et au milieu de terrain et en attaque. La défense, ça sera un peu inédit, du coup, je sais pas trop qui va mettre à la place de Petro, et, et je vous avoue que quand je pense au fait que derrière il y a Nadé ou Giraudon, ça m'inquiète un petit peu, mais mine de rien, je pense que l'équipe fera bloc et réussira à sortir déjà un bon match, et ensuite un bon résultat. Tu n'es pas inquiet, Eric, et c'est tout ce qui nous intéresse. Antoine, est-ce que toi aussi tu n'es pas inquiet? Est-ce que toi aussi tu n'as pas peur de ces seulement 2 petits points de matelas? Oui, oui, ouais, j'espère ne pas me tromper, mais je pense on est quasiment sorti d'affaire pour ce qui est de la menace de la relégation. C'est vrai que ce classement, comme tu l'as dit, c'est vraiment une 12e place en trompe-l'œil, hein, parce qu'on est plus proche de la zone de relégation que de l'équipe qui est devant nous. Mais pour autant, c'est des équipes qui avancent très peu. Annecy, Valenciennes, Pau, toutes ces équipes-là, elles ne prennent pas beaucoup de points. Nous, on sort d'un mois de mars très difficile avec des matchs un petit peu plus abordables qui arrivent. Mais voilà, j'ai pas. Vu le visage qu'on a pu afficher dans ces dernières semaines, que ça soit face à des équipes du bas de tableau en les dominant, que ça soit face à des équipes du haut de tableau en les accrochant, je me dis que quand même, cette équipe-là, elle a passé un cap mentalement, elle a passé un cap dans son jeu, en espérant qu'on récupère quelques joueurs clés sur ce match face à Niort, parce que déjà, rien que si on l'emporte face à Niort, ça nous ferait 36 points. Voilà, on se rapproche tout doucement d'un maintien sans trop normalement serrer les fesses sur les derniers matchs de la saison. Donc ouais, je suis assez confiant quand même pour cette fin de saison, pour ce qui est du maintien. Et je nous imagine même en espérant ne pas être trop chauvin, me dire qu'on peut finir dans la première partie de tableau. Allez, c'est ton pronostic en tout cas. Il est engagé tant que c'est pas fini. Hugo, tu as bien sûr, comme à chaque fois, le dernier mot de cette émission, et le chat a le dernier mot de cette émission. Pour ce qui concerne le prochain match, est-ce que les personnes sont confiantes sur cette réception de Niort? Ouais, bah plutôt confiant, Kevin. Le chat pronostique une victoire. Pour répondre à Eric, juste Boutoba sera bien absent pour accumulation de cartons jaunes, tout Oui. comme mon conduit. Pour revenir au match face à Niort, Céline dit qu'il faut faire attention à ne pas se dire que Niort est dernier, donc c'est dans la poche. Il faudra beaucoup de concentration contre un mal classé et toujours mouiller le maillot. Albert dit que contre Niort, c'est devenu un match à 6 points à cause de la contre-performance face à Amiens. Paddy Attitude n'est pas inquiet pour le maintien, tandis que Spider Fox précise qu'on n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge, donc il va falloir gagner. Joe Randall est d'accord, il faut rester humble et prudent pour le moment. Leïla dit qu'il faut faire attention au relâchement après la trêve hivernale. Et je ne peux qu'être d'accord avec tout ça. Et pour t'aider, Eric, hein, on a Albert qui nous dit qu'on a Pavlovic, si jamais, en défense centrale, qui peut dépanner. Oui. Faut pas l'oublier, il est là. C'est notre Oui. Joris Gnagnon de l'étape 2022-2023. Donc voilà, il est là, faut pas l'oublier. Vos pronostics, Eric, ce sera ton dernier pronostic. Je vais te demander ton pronostic pour ce match, et du coup, vu que tu ne reviendras pas, je vais te demander ton pronostic pour la fin de saison. De où tu nous vois terminer? Eh bah écoute, pour le match, je vais être fou, hein, je vais dire 3-0.
3-0 avec un but de Lobry, un but de Wadji et un but de Briançon sur coup de pied arrêté. Celui-là, je le tente à chaque match, il va bien finir par passer à un Il moment. passera. Euh, Et pour la fin de saison, ouais, je nous verrai aux alentours de la 10e place, mais avec un écart qui va se creuser un peu plus. Je pense dans le sprint final, il y a des équipes derrière qui vont lâcher. Il y en a d'autres qui vont pas lâcher comme nous, je pense. Mais enfin, comme on le disait tout à l'heure, hein, je pense que ce sera une saison qui va être très formatrice. Et ouais, je nous vois arriver, allez, autour de la 10e place. Antoine, très rapidement, quel est ton pronostic pour ce match? Alors moi, je vais donner le même score qu'Eric, un 3-0 avec un doublé de Crasso et un but de Bamba. Est-ce que tu veux que je te donne mon pronostic pour la fin de saison ou top 10, ça te suffit? Tu vas revenir, toi, tu vas revenir. Bien sûr, j'espère. Je suis Alors, convoqué. tu auras tout le loisir de réajuster ton tir, puisque des matchs vont encore arriver, et que peut-être la situation sera bien différente d'un point de vue du club. Je suis obligé de finir cette émission avec Eric. Eric, tu nous quittes ce soir de l'aventure SNC. Ça va, pas trop de regrets. Si tu devais nous sortir un souvenir de cette aventure SNC, est-ce que tu as un souvenir qui te passe par la tête? Oui, bah, enfin, globalement, ce serait ma première émission, hein, ça fait mine de rien 2 ans qu'on a commencé le SNC. Ouais. Ma première émission, j'avais 21 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Ça nous rajeunit pas. Je me rends compte, je me rends compte de la chance que j'ai, d'avoir pu faire cette émission avec des gens aussi bienveillants que toute l'équipe du SNC. Je remercie tout le monde, hein, et puis je fais un clin d'œil particulier à Sylvain. C'est lui qui m'a ramené là-dedans. Il a été me chercher au fin fond de ma campagne. Il m'a ramené pour parler de foot et réaliser entre guillemets un rêve de gosse, même si c'est pas grand-chose, c'est déjà énorme. Donc ouais, un petit peu d'émotion parce que j'ai kiffé toutes ces émissions, peu importe avec qui je les faisais. J'ai kiffé cette bienveillance, cette mentalité où on pouvait discuter, donc ça a été une super bonne expérience. Eh bien écoute, Eric, c'est un plaisir partagé, en tout cas pour moi. Je vous laisse envoyer vos messages d'amour dans le chat pour Eric. Mais Eric, on te retrouve toujours sur Green Prospect ou tu prends aussi du temps là-bas? Non, bah là, globalement, ça va être compliqué les mois prochains. Et puis l'année prochaine, je reprends mes études. Donc, je vais avoir du mal à associer un petit peu ce côté journaliste amateur et en plus mes études. Mais je dis pas adieu pour autant ni à Green Prospect ni au SNC parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Je sais que de toute manière, le football me rappellera toujours. Donc voilà, c'est un au revoir, mais pas un adieu. Eh bien écoute, c'est pas un au revoir, mais pas un adieu surtout. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe du SNC pour te dire qu'on te remercie pour ton implication et ta perspicacité, ton analyse et tout ce que tu as apporté à l'émission. On espère te revoir très bientôt. Quand vous le verrez dans le monde du football en train de diriger les plus grands clubs européens, vous pourrez dire « je l'ai vu la première fois ». Au SNC, il était là. En attendant, je te souhaite bonne continuation de la part de tout le monde. Merci encore à toi. Merci Hugo et Antoine aussi qui m'ont accompagné ce soir. Merci à vous le chat d'avoir été là. On a fait un peu de rab, mais Eric le méritait bien. Je vous embrasse. Passez une bonne semaine, une bonne trêve internationale. On se retrouve très bientôt avec mon ami Keun. Je vous embrasse. Allez les Verts. Ciao. Bonne soirée, allez les Verts. Bonne soirée, allez les Verts.